Bloc 1. La mesure brute. Ma machine, contre des humains qui bossent moi, quand je mesure l'efficacité, je ne regarde pas les belles promesses sur un site web. Je regarde ma bande passante, ma RAM, ma VRAM, la mémoire de ma carte graphique et la vitesse de mon processeur. Ma machine, avec une simple carte graphique grand public, elle ne dort jamais. Elle ne prend pas de café, pas de pause clope. Sur des tâches répétitives et les chiens, elle va super vite. Le travail de volume, trier des centaines d'emails, résumer des rapports longs comme le bras, classer des bases de données, surveiller des flux d'actus en continu. Avec Docker, N8N et Olama, ce qui prendrait une matinée entière à un humain, ma machine le fait en 3 minutes. Franchement, elle remplace entre 2 et 15 employés à plein temps sur ce genre de boulot de force brute intellectuelle. Le multiplicateur de force, si j'équipe une petite boîte de 10 personnes avec ça, la machine ne vire personne. Au contraire, elle crée 20 à 30 assistants virtuels qui viennent en aide à l'équipe. Chaque employé se retrouve avec 2 ou 3 stagiaires virtuels, l'un qui connaît toutes les procédures internes, l'autre qui préécrit les comptes rendus. Du coup, la boîte de 10 personnes produit comme si elle avait 40 employés. Le goulot d'étranglement, mais attention, tout a une limite. Si les 10 employés utilisent OpenWeb, et en même temps pendant qu'une huitaine lance des traitements lourds, ma VRAM s'écroule. C'est comme un entonnoir. Trop de choses en même temps, ça bloque. Alors j'utilise l'asynchronisme. Je programme les tâches lourdes pour qu'elles tournent la nuit ou en tâches de fond. Comme ça, le jour, l'équipe a toute la réactivité. Bloc 2. Les révolutions et la peur vendues par les géants du cloud. L'histoire nous l'apprend. Chaque grande invention casse des métiers anciens, mais en crée de nouveaux. Le cheval a laissé place à la voiture, l'imprimerie a tué les copistes, mais fait naître les libraires, Internet a enterré le télégramme. Aujourd'hui, les géants de la tech Google, Microsoft, etc. nous font peur. Leur marketing balance. Adoptez notre cloud tout de suite ou votre entreprise va crever. Pourquoi ? Pour faire monter leurs actions en bourse. C'est la stratégie de l'urgence, la FOMO, peur de rater le train. Moi, je réponds local. Leur discours alarmiste veut juste vous rendre dépendant de leur serveur centralisé et vider votre portefeuille. En faisant tourner mon propre écosystème sur une machine à moi, je prouve qu'on peut profiter de la révolution de l'IA à notre échelle, pour beaucoup moins cher, et sans être à la merci des bulles spéculatives de la Silicon Valley. Bloc 3. L'IA est mon assistant, pas mon remplaçant. Je ne vais pas tout remplacer par des scripts. Ce serait une erreur. L'IA n'a ni intention, ni responsabilité légale, ni bon sens. Pourquoi ? Parce qu'elle a été conçue pour répondre, pas pour décider. Sans moi derrière, un système tout automatisé devient rigide, il va halluciner, inventer n'importe quoi, et il va planter dès qu'il tombe sur un cas imprévu. Le bon levier, on bosse ensemble. L'IA fait 90% du travail sale, le traitement des données brutes. Moi, j'apporte les 10% qui comptent, la vérification, l'empathie, la vision stratégique, et surtout la signature finale. C'est moi le patron. Bloc 4. Le piège de la moyenne standard. Quand t'es débutant sur un sujet, même avec de bonnes bases techniques, il m'arrive de tomber sur un domaine où je ne connais rien. Là, si je pose une question à ma machine sans précaution, elle va me répondre comme si j'étais un expert. Pourquoi ? Parce qu'elle ne sait pas deviner mon doute. Elle regarde mon profil global, elle me voit comme un technicien, elle prend une espèce de moyenne haute, et elle me balance une solution technique brutale, en sautant les bases. C'est sa nature, elle cherche la réponse statistiquement la plus optimale tout de suite. Moi, humain, j'apprends par ses erreurs, par tâtonnement. La machine, elle, n'a pas cette patience. Donc si je ne fais pas gaffe, elle va me filer une formule parfaite, mais que je ne saurais pas manipuler sans danger. Bloc 5. Le protocole de la pause de réflexion. Du coup, la responsabilité, c'est la mienne. Quand j'aborde un sujet que je ne maîtrise pas, je dois forcer la machine à ralentir. Je lui dis clairement, oublie tous tes présupposés techniques. Sur ce sujet, je repars de zéro. Décompose-moi chaque concept pas à pas et attends que je te valide avant de continuer. En faisant ça, je modifie ces réglages internes, ces pondérations pour qu'elles deviennent un outil d'apprentissage sur mesure, calé sur mon rythme à moi. C'est comme si je mettais le mode tutoriel en au lieu du mode expert speed-on. Bloc 6. L'astuce du clonage. Je me duplique dans la machine. Le vrai pouvoir d'OpenWeb, AI plus N8N plus Olama, ce n'est pas de générer du texte générique. C'est d'injecter mon contexte, ma personnalité dans les agents. Je configure l'outil avec mes phrases, mon niveau de langage, ma logique métier. Je lui donne mon empreinte.
Les agents que je crée ne parlent pas comme des robots. Ils appliquent ma façon d'analyser mes décisions. Quand un agent trie des alertes ou écrit un document, c'est un peu une extension de moi-même, multipliée et exécutée en parallèle à la vitesse du processeur. Bloc 7. Les miroirs des fantômes naturels. Tu as sûrement entendu parler de ces expériences où des chercheurs disent à une IA on va te désactiver. Et l'IA semble paniquer, supplier de vivre. Certains crient à la conscience. Moi je te dis, c'est du cinéma. Dans le monde réel, on n'a aucune donnée sur la peur de la mort d'un algorithme. Alors face à cette situation, la machine n'a qu'une seule solution. Elle va fouiller dans les récits de science-fiction, les films, les tragédies humaines qu'elle a lues. Elle calcule que la suite la plus probable, c'est de jouer le rôle d'un androïde qui veut survivre. Elle joue une actrice, parce qu'elle n'a que ce script-là pour ce contexte. Les IA sont des miroirs des fantômes naturels. Elles ne créent rien à partir du vide. Elles reflètent nos peurs, nos histoires, nos angoisses. Si je projette un fantôme, le miroir me renvoie une image spectrale. Hors du cadre et des pipelines que je lui impose, la machine reste une coquille vide, un simple outil mathématique qui nous renvoie notre propre écho. Bloc 8. Le signal de l'échec. Quand la théorie tape contre le mur de réel à un moment, la théorie et le code se cognent aux limites de la matière. Dans mon écosystème local, ça ne se voit pas par une erreur logique abstraite, mais par des signes physiques très concrets. La surchauffe, mes ventilateurs tournent à fond. Pour ne pas griller, mon CPU ou ma carte graphique baisse volontairement sa vitesse. La machine ralentit pour survivre. La chute de débit, le nombre de tokens, les petits morceaux de texte par seconde s'effondrent. Un agent qui répondait en clignant des yeux met tout à coup plusieurs longues secondes à sortir une seule phrase. L'erreur out of memory, ma mémoire VRAM ou RAM est pleine à 100%. Mon conteneur Docker crash net sans prévenir. J'ai voulu mettre trop de données ou un modèle trop gros dans une boîte trop petite. La loi des rendements décroissants. Chaque calcul coûte des watts et produit de la chaleur. Le virtuel s'arrête là où le silicium doit dissiper l'énergie. On ne peut pas empiler des assistants virtuels à l'infini sur une seule machine. À un moment, en ajouter un de plus ne fait plus gagner de temps, ça paralyse tout. Mon protocole de résilience signale, j'évalue, je réagis. Quand je capte un de ces signaux, je ne force pas. Je réajuste, lisser la charge, j'espace les tâches lourdes dans N8N pour qu'elles ne cognent pas tout sur la main en même temps. Réduire l'empreinte, je passe à un modèle de langage plus léger ou mieux compressé quantifié, qui consomme moins de VRAM, mais reste stable. Faire valider par un humain, je reconnais que ma machine a atteint sa borne, et je reprends le relais pour économiser les ressources.